Tire-livre, atelier d'écriture, on est dans un cycle d'été, c'est la 4e proposition, mais vous savez qu'à chaque fois, on fait aussi en ligne le dimanche la proposition principale et le mercredi une proposition bis pour aller creuser à l'intérieur, élargir. Et toujours un même principe, on est parti sur la question du roman, comment appeler de la matière, hop là, donne envie, nous, d'aller en chercher plus, en faire tomber plus, et que c'est cette matière, à mesure qu'elle nous vient dans les mains, qui conditionne la forme et qui génère, non pas la continuité du livre, mais que cette continuité du livre nous soit une révélation à nous-mêmes qui sommes en train de l'écrire. Ça, si on arrive à tenir dans ce basculement, on aura vraiment gagné quelque chose. Et quand je dis roman, ce qu'on fait, qu'on n'avait pas jusqu'ici osé trop toucher, c'est cette espèce de poussée collective, de poussée avec des paysages, de poussée avec des situations, de poussée avec des personnages et des personnages secondaires. Et ça, pas la prétention d'épuiser le sujet, mais juste d'entrouvrir la porte et nous donner les formes pour que ce soit possible. Et c'est quoi l'histoire du roman ? Eh bien, qu'à chaque époque, chaque livre renouvelle justement ses règles. Et que si ça renouvelle les règles, les formes nouvelles apparaissent, et c'est précisément le surgissement, chaque fois, de ces formes qui génère que ces livres restent, et pas le contraire. Alors on a appelé ça comédie humaine. Moi je tiens un petit peu, c'est un petit peu fétiche, mais non, quand même. C'est prendre Balzac, non pas comme modèle, comme guide, mais prendre Balzac là où cette espèce de mode d'expansion généralisée, mode d'expansion inachevé, nous permet de trouver justement ces thèmes là, comme ils apparaissent, donc un petit peu à nu et s'en saisir. Des choses même qui, à sa propre surprise, là, arrive là, mais lui-même, c'est comme s'il ne savait pas quoi en faire. Et là, pour juste ce tout petit début, je voulais raconter. C'est facile à trouver, peut-être vous avez un Balzac dans votre bibliothèque, il y a de grandes chances pour la plupart d'entre nous, sinon il suffit d'aller regarder sur Wikisource ou n'importe. C'est un livre qui s'appelle Un début dans la vie. C'est pas forcément un livre réussi, c'est un livre, je vais dire, première partie énormément disproportionnée, une deuxième partie où on retrouve les personnages qu'il y a ailleurs dans la comédie humaine, et puis, mais il m'intéresse parce que justement, c'est un livre un peu boiteux, et c'est un livre aussi où le protagoniste qu'on veut central, il s'appelle Oscar Husson, H-U-2-S-O-N, un nom qu'on retrouvera aussi chez Maupassant. Tiens donc, c'est pas un personnage intéressant, c'est justement l'anti-héros, même Lucien de Rubempré. Et c'est pas facile de travailler un héros faible, un héros qui fait 3 fois une grosse bêtise, en gros, enfin du moins 2 grosses bêtises, et puis ensuite plus ou moins un rattrapage, mais au bout de sa vie, il est totalement inconsistant. C'est aussi ce que Flaubert reprendra à tâche dans son éducation sentimentale avec Frédéric Moreau, et c'est pas non plus facile pour Flaubert de tenir un roman géant comme ça, un roman qui fait qui insuffle toute une époque, et en particulier la révolution de 1848, avec justement un personnage qui, lui, s'effrite en permanence à mesure que le roman avance. Ce qui m'intéresse plus dans Un début dans la vie, c'est l'ouverture. Le début de Un début dans la vie. Balzac parle des chemins de fer. Les chemins de fer, dans un avenir aujourd'hui peu éloigné, doivent faire disparaître certaines industries, en modifier quelques autres, et surtout celles qui concernent les différents modes de transport en usage dans les environs de Paris. Aussi, bientôt, les personnes et les choses qui sont les éléments de cette scène avec un grand S, c'est pas roman qu'il utilise, c'est scène,
Et ça, pour nous, cette question de la situation, maintenant à réabsorber dans cette grosse appellation molle qui est le roman, on va aujourd'hui écrire une scène. Et c'est aussi important parce que dans ce début de cycle, moi j'en suis encore à dire on fait ci, on fait ça, et on laisse s'accumuler avant de dire je continue ce qui était proposé la semaine dernière, il faut absolument que ça colle avec ce que j'avais ébauché la semaine dernière. Non, même si c'est hétérogène, même si c'est incompatible, c'est cette diffraction d'éléments qui ne se rejoignent pas entre eux qui va nous permettre de générer, d'avancer. De quoi il s'agit? Alors les chemins de fer, pour Balzac, il est complètement contemporain. C'est écrit en 1842, c'est le début, par exemple, de la ligne de chemin de fer de Paris à Tours. Non, en fait, d'abord elle va jusqu'à Versailles, puis ensuite, de Versailles, on continue dans les vieilles diligences. Mais rien que ce bout de chemin-là, ça change quoi pour Balzac? C'est qu'avant, on passe toute la journée pour arriver à Tours. Quand il va à Saché, par exemple, il dort à Tours chez un copain, et il lui faut encore la journée pour refaire ses 20 kilomètres. Eh bien, avec l'irruption du chemin de fer, il pourra faire ça dans la même journée. Tout d'un coup, une répercussion technique, c'est quelque chose qui joue sur votre temps, sur votre vie privée, mais c'est plus que ça aussi. C'est pas la notion de paysage, ça, on verra apparaître ça plus tard. Enfin, même si chez lui, dans la Grande-Bretagne, par exemple, on a un élément totalement important. Peut-être Mais Balzac, qui réussit plein d'affaires financières, mais dans ses rêves, et on a des bonnes idées, mais finalement a un petit peu de mal avec l'application, comme son histoire d'imprimerie, comme cette mine d'or et son voyage en Sardaigne qu'il fait pour acheter la mine d'or. Simplement, quand il arrive, c'est trop tard. Quelqu'un a déjà eu l'idée avant lui. Eh bien, il va s'acheter un terrain à Sèvres, au Jardy. Pourquoi il va habiter là? C'est parce que là doit passer le chemin de fer. Donc il achète un terrain là avec ce qu'il peut ramasser d'argent en vendant un contrat de réédition, mais il pourrait être susceptible de revendre le terrain quelques années plus tard en faisant un gain énorme. Et simplement, c'est un jardin en pente et il va tout le temps être obligé de fabriquer des remblais, des travaux, des murs, et ça va lui coûter un pognon dingue. Finalement, il rend son tablier, il revend les jardins, pas grand-chose, et puis là, quelques mois après, quelqu'un rachète et lui fera fortune, parce que précisément, hop là, c'est en plein sur la ligne de chemin de fer. Alors, cette question, pour moi, elle est juste intéressante, dans la mesure où Balzac ne parlera plus jamais des chemins de fer et des locomotives. Il faudra attendre justement Flaubert un petit peu, et bien sûr Zola, bien sûr Proust. N'empêche que c'est les premiers mots de un début dans la vie. Les chemins de fer, virgule. Et donc c'est la question de qu'est-ce que change là dans la façon, dans les relations qu'on a les uns avec les autres, une transition technique qui modifie simplement la vitesse. Et lui, ça va se traduire par le récit d'un voyage de Paris à l'Isle-Adam, c'est-à-dire un vieux chemin, c'est-à-dire la vieille route qui traverse l'Oise, qui va de Paris à Beauvais. Et ce voyage, cette question de cette transition et de ce que le chemin de fer va changer en liquidant là, tout cet équilibre des voiturages, là, les 5-6 premières pages d'un début dans la vie, allez les télécharger ou prenez-les sur vos étagères si vous l'avez. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'il nous décrit en 5 ou 6 pages tout l'écosystème des transports. Ce qui aujourd'hui serait en gros les RER, l'écosystème des transports tout autour là, de Paris et dans l'Île-de-France.
Et c'est de là qu'il arrive à ces deux voituriers, en particulier un qui s'appelle Perrotin, qui est une sorte de vestige, c'est-à-dire qui lui-même est une sorte de survivance dans cet écosystème-là des transports. C'est toute une petite tranche de vie. Je ne peux pas vous embêter avec mes histoires. Ce qui m'intéresse, c'est que donc, deux éléments. Le premier, c'est le choix de l'Isle-Adam. Or, l'Isle-Adam, c'est là où habite un ami proche de la famille des Balzac. C'est là où on lui donnera la possibilité, là, à 20 ans, quand il doit faire ses preuves auprès de son père, d'habiter un été dans une espèce de maison de garde-chasse, là, isolée au fond d'un bois, et d'avoir simplement 3 mois pour écrire. Donc l'Isle-Adam, pour Balzac, c'est un souvenir vraiment autobiographique d'accès à l'écriture. Il y reviendra plus tard dans une des nouvelles qui est pour moi une des principales, Adieu. Peut-être on en parlera, peut-être on n'en parlera pas. Adieu, vous savez, c'est deux types qui se perdent dans la forêt, qui arrivent à une grille, on voit passer une silhouette et un des deux protagonistes reconnaît celle qui avait été sa compagne pendant la retraite de Russie et disparu là sur la Bérésina, et il va évidemment essayer de se faire reconnaître, il va entourer cette femme là de soins, et puis le seul moyen pour lui de la faire revenir au réel, il va reconstituer là dans l'Oise le décor parfait de la Bérésina, avec des figurants, avec les canonnades, avec évidemment la traversée de l'eau. Et évidemment, à ce moment-là, non seulement elle va retrouver la mémoire, elle va le reconnaître. Lui, Philippe, je crois que c'est Philippe le prénom, mais dans la commotion, elle meurt. On ne va pas dépasser la période et le contexte, mais adieu sur ce rapport à la folie. Bon, c'est juste là pour cette question de l'Isle-Adam. Et en 1842, donc, quand il publie Un début dans la vie, dans ce choc-là de qu'est-ce que change là, à tout ce monde qui s'organise, là, qui construit ces relations, qu'est-ce que change l'arrivée du chemin de fer? Eh bien, il prend cette espèce de vieille patache qui nous décrit en long, large et en travers, qui est faite pour 3 ou 4 personnages, parce que 3 ou 4 voyageurs, parce qu'on doit payer des octrois, des droits de douane, on doit payer aux gendarmes par où on passe à chaque fois une sorte de péage. N'empêche qu'on en met 5, qu'on en met 6, puis on peut même aller jusqu'à 12, parce que comme il dit, si on n'est plus nombreux, au lieu d'être secoué, on est tellement calé qu'on ne peut pas bouger, c'est finalement pas moins confortable, et que dans ce voyage, il va y avoir une des scènes les plus hallucinantes de Balzac, c'est-à-dire 5-6 personnages qui non seulement ne se connaissent pas, qui sont en même temps une sorte de verticalité avec le paysan, le clerc de notaire, l'apprenti peintre, ce personnage très bizarre là, qui s'appelle Léon de Lora, et qui là, sous le surnom de Mistigris, va ne parler que par proverbes déformés, des proverbes devenus calembours. Bon, une fois, ça va, mais il va nous faire 50, 60, c'est une sorte de bouffon qui est là, puis le voiturier lui-même, et puis un conte qui voyage incognito, et chaque personnage dans la conversation va vouloir devenir un autre. C'est-à-dire chaque personnage prend un masque, le masque de ce qu'il n'est pas. Simplement, quand on arrive, tous les masques vont tomber. Mais ce qui est étrange dans Un début dans la vie, c'est qu'à la fin, on va retrouver, c'est-à-dire 20 ans plus tard, le même voyage, le même voiturier et les mêmes voyageurs. Ils se reconnaissent ou ils ne se reconnaissent pas. Ça dépend, c'est pas si important que ça. Mais on a 2 scènes totalement identiques, les mêmes personnages, le même contexte, la même route. Simplement, c'est à 20 ans d'écart. Et cette superposition, pas juxtaposition, superposition dans le livre de ce même voyage avec les mêmes personnages
ce sera pour Balzac la transposition de ce qu'il annonce au tout début, comment les chemins de fer vont bousculer ou annihiler tout ce micro-monde. Est-ce que je retiens que vous alliez lire ou relire Un début dans la vie ou pas, par le plaisir là, de ce tout début de livre? C'est juste cette question. Même bout de voyage, de déplacement, même combinaison close de personnages, les mêmes personnages, et simplement, entre les deux, un écart de temps. Et ça, eh ben, ça devient un archétype. C'est quelque chose qu'on a dans toute l'histoire récente, là, depuis justement Un début dans la vie, du roman. Le livre qui accomplit cela peut-être avec le plus de prégnance, le plus de folie, c'est En dessous du volcan ou Sous le volcan selon les trades de Malcolm Lowry. Et Malcolm Lowry, vous savez que ça se passe un jour de fête des morts au Mexique. La fête des morts au Mexique qu'on suit du matin jusqu'au soir. Simplement, il y a le récit de celui qui revient 2 ans après la mort du consul et va nous donner des éléments. Et puis, il y a 2 ans avant la mort du consul, où c'était le consul dans le temps où il vivait avec cette Yvonne. Et puis, il y a surtout le récit de, entre les deux, cette journée, donc là, sans les 2 autres protagonistes, mais qui a été la dernière journée du consul jusqu'à ce qu'on le retrouve au soir crevé dans un fond de ravin, et on va faire résonner ça encore plus en amont, et donc c'est une suite de cercles, simplement chaque cercle au-dessous du volcan qui s'entremêle constamment, puisqu'on passe d'une journée à l'autre, on passe d'un temps à un autre, à chaque chapitre qui s'organise là. Il y aura une linéarité qui sera cette traversée de la même journée du matin au soir, mais cette journée, elle se déplace dans le temps du plus ancien jusqu'à celui qui vient en revisite, avec l'équilibre qui devient très très vite principal de cette dernière journée du consul, qui est le personnage majeur de l'histoire, alors que lui-même, évidemment, joue en permanence avec l'idée de sa mort, mais ne sait pas c'est la journée de sa mort. Je vais prendre un autre exemple, Bourlinguer de Sandrard. Alors, vous connaissez probablement l'origine de Bourlinguer. Au départ, c'est un travail purement alimentaire, un éditeur qui demande à Blaise Sandrard des textes pour accompagner des gravures, et un graveur qui a travaillé sur les ports de l'Europe. Et Sandrard accepte pour des raisons financières et il commence à faire des récits qui, pour lui, sont liés à chacun de ces ports et des aventures que lui-même a eues dans ces ports. C'est-à-dire que sinon, il n'aurait probablement jamais écrit du port de Bordeaux et puis d'une histoire là, qui va sourdre ici, dans un temps unique. Mais il y a Hambourg, il y a Marseille, il y a Gênes, évidemment, et Gênes, on sait la part autobiographique qu'a toute approche de Gênes, ce qu'il en fait dans L'homme foudroyé, par exemple. Il y a Anvers, et il y a, si je ne me trompe pas, Rotterdam. Et le texte de Rotterdam, il a ceci de parfaitement exceptionnel, mais on trouve le même principe dans d'autres textes. Et le dernier texte, pour lui, maintenant qu'il a trouvé cette technique, appliquons-la à la ville qui pour lui compte le plus, Paris. Ah, Paris, c'est pas un port de mer. Eh bien, tu vas intituler ton chapitre Paris, port de mer. Et là, tu as gagné. Et Sandrard remboursera, si je me souviens bien, ou en tout cas trouvera un arrangement avec l'éditeur, de façon à ce qu'il garde ses textes et en fasse Bourlinguer, parce qu'il a compris que ce qui au départ devait être une suite de textes illustrant les gravures, pour lui ça va bien au-delà. Et il suffit de prendre, alors peut-être c'est ça que je vais vous mettre là en fichier à télécharger, même si c'est pas exactement ce que je voulais vous proposer techniquement. C'est un texte qui est bref, mais
comment il s'arrange? C'est-à-dire, je dois écrire sur Rotterdam. Mais Rotterdam, j'y suis allé 4 fois, et chacun de ces passages, la première fois, il m'est arrivé ça. La deuxième fois, j'ai voulu retrouver l'endroit. Et il s'est produit ça. Et puis quand j'y suis revenu, je suis retourné à l'endroit, mais c'est peut-être plus du tout ça. Et puis, une 4e fois, mais ce personnage que j'ai cherché et que je ne trouvais plus, eh ben, il y a eu cette nouvelle confrontation. C'est-à-dire, là encore, on a une unité de lieu, on a une unité de personnage, et dans cette double unité lieu-personnage, eh bien simplement, c'est superposition de temps qui s'installe. On n'écrit pas sur une suite d'éléments linéaires dans le temps, on écrit sur Rotterdam, et ce qu'on écrit s'établit sur 4 périodes de temps qui se juxtaposent en permanence. Alors nous, évidemment, ça ne fait pas une consigne d'écriture. Par contre, combien de fois, dans les polars, vous avez vu un personnage se rendre d'un point à un autre, personnage seul, ou nous, j'aimerais bien que ce soit avec plusieurs personnages, comme dans la carriole qui fait le voyage 2 fois par jour de Paris à l'Isle-Adam, où un personnage, là, est en train d'accomplir ce déplacement, l'énonce au présent, et justement, c'est un dédoublement du présent. C'est-à-dire, on se revoit, ou en tout cas, là, dans ce polar, l'auteur ou l'autrice organise que le personnage a déjà fait ce voyage et raconte, mais au présent aussi, comme emboîté, comme un flashback, ce même voyage du même lieu à un autre, mais dans un temps différent. Et ça, je ne l'ai jamais tenté, et c'est ce que je voulais vous proposer qu'on fasse. Alors on va, hop là, prendre nos 2 mains, serrer, comprimer ça pour que ça s'emboîte là dans notre cycle. Comment on va faire pour que ce soit simple? On va prendre une superposition. Récit au présent, si possible avec plusieurs personnages, comme dans Bourlinguet, comme chez Balzac. Mais si c'est un seul, si ça vous convient mieux, là pour moi c'est moins important. C'est vraiment par contre la superposition. Et comment on va l'organiser cette superposition? Là, si c'est Bourlinguet, c'est des paragraphes, si c'est Balzac, c'est les chapitres, si c'est Malcolm Lowry, on reconnaît parce que à mesure qu'on lit, on voit les mêmes images, on voit le même cinéma, on voit la même affiche, et finalement on comprend que si c'est ça, ça doit être cette période-là, cette journée-là, ou pas, mais Lowry joue en permanence sur l'attente qu'on ait de reconnaître, puisqu'il s'agit des mêmes éléments, de ces mêmes processions des morts, à quelle période elle s'établit. Là, c'est trop compliqué probablement pour en faire un exercice, encore que vous êtes assez fou pour ça. Mais nous, on va simplement alterner dans un texte voyage au présent, les personnages au présent et le contexte. Alors quand je dis voyage, ça peut être une arrivée en ferry quand on revient de Corse à Marseille. Salut ceux qui font ça, mais ça n'a tellement pas d'importance. Ou si c'est le ferry, ça peut être aussi à New York, n'importe. Si c'est un trajet en voiture, utilisez le trajet en voiture. Si c'est le trajet en train et les conversations de compartiments, quand on est des navetteurs, là, comme là, entre Paris et Tours, moi j'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Il y a forcément des gens qu'on retrouve, des gens qu'on voit. On les voit une fois par an ou une fois tous les 2 ans, mais ça fait rien. On reprend un peu la conversation où on en était, même si pour chacun le contexte de vie est différent. Et c'est ça que je voudrais vous voir essayer. Oui, même en closure, bateau, voiture, train, ça n'a pas d'importance. Même une promenade à pied, tiens, je relis To the Lighthouse, vers le phare de Virginia Woolf. C'est de toute façon un déplacement à plusieurs personnages. Au présent, ça va être extrêmement important. Et par contre, j'allais dire on l'entrelarde, ce qui est un terme un peu trop cuisine, mais on y insère des strates en italique. Les strates en italique, c'est les mêmes personnages,
donc si possible plusieurs. C'est le même trajet, c'est la même enclosure, le même train, une voiture qui n'est peut-être pas celle-là, mais c'était quand même une voiture, ou n'importe. Et puis, le temps est antérieur. Et même, vous pouvez tenter plusieurs temps. Là, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, sans savoir encore ce que va être pour moi la 4 bis, c'est-à-dire comment on va redévelopper ça ensuite, c'est pas les pistes qui manquent, c'est l'été 80 de Marguerite Duras. Dans l'été 80, c'est un article qui est publié chaque samedi dans Libération, qui fait à peu près le même format, 8000 signes, mais chaque fois, c'est le même lieu, c'est-à-dire c'est immobile, c'est son séjour là, de l'appartement qu'elle possède ou loue, je ne sais plus, à l'hôtel des Roches Noires à Trouville, face mer, avec les cargos qui passent, la colonie de vacances qui traverse, et puis la télé qui déverse. Non, la télé, c'est des images sans le son, mais c'est aussi les journaux de tout ce qui se passe là. Mais en tout cas, c'est un récit. Alors là, on n'est pas superposé, c'est un samedi, un samedi, un samedi, un samedi, 10 fois de suite, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est le même lieu, pareil, le même personnage parce qu'elle est seule, donc on n'est pas là dans notre dispositif, mais vous voyez que cette unité de lieu, mais l'incrément de temps qui change, ça fait aussi partie là de cette famille. Donc si je me résume, moi j'ai juste cette histoire qui me fascine chez Balzac, alors que le livre en lui-même, je vous ai dit, c'est pas forcément, il n'y a pas Bram, le décollage, Ursule Mirouet, vous savez, Ursule Mirouet, quand elle a sa vision mystique, elle décolle du sol à 10 cm. Un des passages les plus éblouissants de tout Balzac. On n'a pas là de choses comme ça, et on a simplement l'histoire d'un pauvre type, à chaque fois, c'est la chance de sa vie, et puis la chance de sa vie, elle s'ébouille. C'est pas facile forcément à lire à cause de ça, mais on a cette espèce de prouesse d'un voyage. C'est fermé, c'est la carriole qui fait avec le vieux Perrotin le même trajet de Paris à l'Isle-Adam, pendant que son collègue, lui, le fait en navette inverse pour qu'il y ait 2 voyages par jour. Et là, les 5 personnages qu'on va trouver dans cette carriole, eh bien, 20 ans plus tard, on les retrouvera aussi à faire le même trajet. Et simplement, la superposition des deux, pour Balzac, signifie quelque chose quant à la transition qui s'opère et qui fait que tout ça va disparaître. Nous, ce qu'on définit, vous en avez maintenant, vous avez des personnages, vous avez des lieux. On peut se saisir évidemment de choses qui symboliquement signifient. C'est pour ça que je sais que Balzac ne met pas ça par hasard sur la voie ferrée Paris-l'Isle-Adam, qui a été pour lui là un élément autobiographique aussi important. Un lieu, plusieurs personnages si possible. C'est un lieu clos, même s'il est en trimballe. Les marcher à pied, c'est une conversation qu'on a sur la même promenade, ça marche pareil. L'enclosure, on la porte avec soi. Ça s'énonce au présent, d'un point à un autre, et en italique, en flashback, on a la même chose, strictement, mais dans une autre période temporelle disjointe. Et pareil, il peut y avoir encore plus ancien. C'est ma proposition 4. C'est pas forcément facile, mais ce qu'on aborde, c'est trop mystérieux, tellement énigmatique. C'est en se déplaçant dans ces zones qui nous mettent, nous, en déséquilibre, qu'on trouve là où le texte aura sa voix en avant de nous. Et ça justifie la difficulté, j'en suis sûr. Et à mercredi pour la bise.